frères détenus en Syrie, détenus depuis plusieurs mois, déjà environ 7 mois. Ils sont en bonne santé et aux mains des djihadistes apparemment. Oui, tout à fait, c'est ce que nous affirme Le Monde ce soir par la voix de Peter Bouckaert, qui est directeur des urgences à l'ONG Human Rights Watch. Il a déclaré à Christophe Ayad, journaliste au Monde, que les 4 journalistes sont vivants, en bonne santé, entre les mains de l'État islamique en Irak et au Levant, donc des djihadistes. Ils sont bien traités, précise Peter Bouckaert, en précisant que ce groupe ne veut pas négocier. Ces djihadistes sont soupçonnés de détenir en fait le plus grand nombre d'Occidentaux. Oui, c'est ce que nous dit cet article de Christophe Ayad, encore une fois, sur le site du Monde.fr, et également dans l'édition papier du Monde. Syrie, le piège à otages. Et Christophe Ayad nous dit jamais un conflit n'avait donné lieu à une telle épidémie d'enlèvement, et rien, pas de preuve de vie, pas de preuve de mort, seul le silence. On est ravis ce soir tout de même d'avoir ces nouvelles-là, mais blackout total. Généralement, quand il y a des enlèvements de ce type-là, eh bien, on dit toujours qu'il vaut mieux ne rien dire pour laisser des négociations se faire, mais là, elles ne se font pas. Autre chose que précise Christophe Ayad dans cet article à propos des otages et à propos de la situation actuellement en Syrie, c'est que la plus grande victoire de Bachar el-Assad, c'est d'avoir suscité des opposants à son image, aussi cruels et retors que son régime. Et on le voit là, avec bien cette situation qui ne prend pas fin pour le moment. Ces djihadistes, on n'arrête pas d'en parler parce qu'ils sont très actifs en Syrie, mais aussi évidemment en Irak, d'où ils viennent. Ils tiennent aujourd'hui la ville de Falloujah. Ce sont des djihadistes qui sont dans le viseur de l'Iran et des États-Unis aujourd'hui. Ça peut paraître étonnant. Voilà, les États-Unis et l'Iran se sont trouvés un ennemi commun. Et c'est ce que nous raconte Marc Daou, journaliste à la rédaction Internet de France 24, et qui nous dit voilà, que aussi bien Téhéran que Washington s'inquiètent de la montée en puissance fulgurante, je cite, de ce groupe djihadiste également actif en Syrie. Les États-Unis, l'Iran, de soutien de poids pour le Premier ministre chiite Nouri al-Maliki, qui s'apprête donc à lancer une attaque contre les insurgés de Falloujah. Et Marc Daou qui se pose la question du ressentiment que pourrait avoir la communauté sunnite irakienne minoritaire se sentant visée par cet assaut. Également, par ricochet, un assaut pourrait renforcer les rangs des djihadistes et donc de l'État islamique en Irak et au Levant qui surfe sur ce sentiment anti-gouvernement. Il y a une toute autre histoire que vous vouliez aborder ce soir, beaucoup plus anecdotique cette fois-ci, The Fall of France, un article paru sur le site de Newsweek. Oui, c'est paru le 3 janvier, mais ça a commencé véritablement à faire du bruit ce week-end. Un article signé Janine Di Giovanni, qui est journaliste pour le site internet de Newsweek. Elle habite en France depuis une dizaine d'années. Et eh bien, c'est un article qu'on pourrait qualifier de French bashing, c'est-à-dire qui tape sur les Français, sur le mode de vie à la française. La journaliste précise au début de l'article que c'est un petit peu ironique. Le fait est qu'elle enchaîne bien, des approximations, voire même de véritables erreurs, et que, évidemment, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'engosse. On va commencer par Anne Sinclair, qui est directrice éditoriale du site du Huffington Post en France, qui dit assez du French bashing, un concentré de lieux communs, dit-elle. Et pour relever ces lieux communs, rendez-vous sur le blog des décodeurs, ces journalistes du Monde qui font du fact-checking, qui vérifient les faits point par point. Et je les cite, The Fall of Newsweek, voilà, la chute de Newsweek, en écho à la chute de la France de cet article, et qui relève les erreurs une par une. Alors, on va en regarder quelques-unes. D'ailleurs, je vous montre ce tweet de Jonathan Parlanté, qui est un des 2 journalistes des décodeurs du Monde, qui dit « On ne pouvait pas toutes les relever, il y en avait tellement ». Et regardons par exemple cet utilisateur de Twitter qui dit « Je ne sais pas où la journaliste de Newsweek achète son demi-litre de lait à 4$, ce qu'elle dit dans l'article, mais voilà, dans mon centre commercial, c'est 5 € les 6 litres, il faut lui dire ». Un autre tweet qui mentionne une phrase de l'article qui a fait rigoler tout le monde. « Le problème avec les Français, c'est qu'ils n'ont pas de mots pour entrepreneur ». En français dans le texte. Et donc Marc Simoncini, qui est notamment le créateur du site de rencontres mythique en France, qui est entrepreneur, utilise ce hashtag, ce mot-clé à la fin,
restons calmes. Voilà, à deux doigts de s'énerver. Un article de Slate.fr pointe le fait bien qu'il y a pas mal d'erreurs dans cet article de Newsweek, mais dit que c'est la France vue du 6e arrondissement de Paris. Voilà, de nombreux correspondants de médias étrangers à Paris ne vivent pas vraiment en contact avec la France profonde, ou au moins avec les quartiers populaires, mais ne racontent que ce qu'ils trouvent en bas de chez eux, c'est-à-dire dans les quartiers généralement cossus de la capitale. Voilà. Alors, ça a eu peut-être un impact sur la journaliste parce que sachez que son compte Twitter n'est plus actif. Voilà le message d'erreur que nous avons. Désolé, cette page n'existe pas. Alors, je ne sais pas si la journaliste a décidé de supprimer son compte parce qu'elle était face à la vindicte populaire. Ou si c'est sa rédaction qui lui a demandé de faire profil bas. En tous les cas, ce qui est assez amusant, c'est que Newsweek appartient à un Français. Tout à fait. Ça appartient à un Français qui s'appelle Étienne Uzac et le site de Challenge s'interroge. Voilà, qui est ce mystérieux Français qui a acheté Newsweek? C'est un article qui date du mois d'octobre, mais qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur ce jeune Français qui a fait la London School of Economics et qui investit dans le monde des médias. Il était fan de Newsweek, il l'a racheté en août 2013 et je vous rappelle que depuis le 31 décembre 2012, Newsweek n'existe plus au format physique, hein. Ce n'est qu'un site internet. Ça a été pas mal dégraissé au sein de la rédaction, il y a plein de journalistes qui sont partis et ce Français aimerait relancer Newsweek en papier, peut-être en janvier 2014 ou peut-être le mois prochain, on ne sait pas encore. Bon, toujours est-il qu'il faudra peut-être essayer d'avoir une ligne éditoriale un petit peu plus punchy et mieux travailler avec les éditeurs. Oui, puis il y a peut-être eu un départ spontané du coup de la rédaction. Voilà. Après cet article-là. Merci beaucoup Steven pour votre chronique Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal c'est dans une poignée de minutes, 22h30, heure de Paris.